Salut les jeunes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue. C'est le 5e épisode de notre série où on apprend à faire un film ensemble et on parle de la préparation d'un film jusqu'à sa diffusion et après. 5e épisode, on parle de matériel. Aujourd'hui, je vous montre absolument tout. Le matériel que j'utilise, à quoi sert chaque élément, pourquoi tel choix, et surtout ce dont vous n'avez en réalité absolument pas besoin pour faire un beau film. Parce que le matos, c'est le sujet dont tout le monde parle, mais c'est surtout dû au marketing. Parce qu'en vrai, quand on prépare un film ou un projet audiovisuel, le matériel, c'est pas la première question à se poser. La preuve, on est au 5e épisode et c'est seulement maintenant qu'on commence à parler de matériel. Si tu aimes suivre la construction d'un film, n'hésite pas à t'abonner, ce sera utile pour la suite. Je sais plus qui dit, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et bah c'est vrai en fait. Pour ce documentaire, je vais utiliser ma caméra Sony FS5 Mark II, c'est marqué juste là en tout petit. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une caméra faite pour le documentaire, le cinéma, la télévision, le reportage, et c'est vraiment une caméra légère, facile d'utilisation, ce qu'on appelle ready to shoot en anglais, tout simplement. Elle est prête à partir, toujours prête à faire feu, il y a juste à mettre un objectif et on est parti, donc elle est vraiment fantastique cette caméra. Elle a aussi des très jolis teints de peau, un joli grain sur la peau et elle fait des belles images que j'aime beaucoup. En plus de ça, ce que j'aime avec cette caméra, c'est sa discrétion. C'est du documentaire et non une fiction, donc je veux vraiment que Lou, la personne qu'on va filmer et suivre pendant ce documentaire, j'ai envie qu'elle se sente à l'aise et qu'elle soit pas rappelée tout le temps, toutes les 5 secondes avec plein d'équipements et des caméras énormes. Donc c'est pour ça que cette petite caméra, elle fait vraiment le travail, elle est discrète et je l'aime beaucoup pour ce format de film. Écoutez-moi ce doux bruit, c'est pas fantastique? Et cet écran alors au-dessus de la caméra, c'est quoi? C'est le moniteur, c'est le Atomos Ninja 5. En fait ce moniteur je l'aime beaucoup parce qu'il permet d'avoir beaucoup de détails et beaucoup de réglages en lien avec la caméra. Il est beaucoup plus grand que l'écran de base de la caméra, donc ce qui permet par exemple quand on est au soleil ou après, pendant une longue journée de tournage et tout, c'est toujours plus agréable de voir ce qu'on fait sur un plus grand écran. Et en plus il est enregistreur, donc le gros truc orange là c'est sa batterie, c'est des batteries SmallRig que j'utilise parce qu'elles tiennent bien longtemps, elles sont fiables et je les aime beaucoup, elles sont plus grosses que les batteries de base du moniteur. Enfin bref, et ce moniteur il est enregistreur, donc c'est vraiment chouette parce que ça permet d'avoir un backup en plus de la carte SD, donc on a 2 enregistrements sur un seul outil, et en plus il enregistre avec des cadences d'image et une qualité supérieure à l'interne. C'est des techniques, mais en gros avec cet écran je peux enregistrer en 4:2 10 bits. Voilà, ceux qui connaissent comprendront un peu, on fera des épisodes sur ça plus tard, mais voilà, ce qu'il y a à retenir c'est que c'est un outil qui permet de faire surperformer cette caméra. C'est un peu le turbo de ma caméra en fait, et je parle pas du poisson. Ensuite je vais utiliser une deuxième caméra qui est la Sony A7 IV, parce qu'elle permet de filmer en 4K, en 4:2 10 bits pour la couleur, ce qui a vraiment les mêmes caractéristiques que mon setup actuel avec cette caméra principale. Le Sony A7 IV en fait va venir m'aider parce que c'est une caméra légère que je peux pas vous montrer puisque c'est la caméra qui me filme actuellement. C'est une caméra légère qui va pouvoir venir se mettre sur cette chose qu'on appelle un stabilisateur. Le stabilisateur c'est un RS3 mini, en fait il va permettre de venir fixer la caméra ici et de pouvoir faire des mouvements de façon très stable pour suivre une personne qui marche, court, fait des mouvements. Voilà, j'aime pas trop filmer au stabilisateur, des bonnes images, il n'y a pas forcément besoin d'un stabilisateur. Donc je m'en sers au moins possible, mais franchement, ça va être utile pour quelques scènes dans le documentaire. Pourquoi le RS3 mini ? Parce qu'en fait, il tient dans les poches quand je suis en tournage. Bon, évidemment, je m'habille pas comme ça quand je suis en tournage, mais il tient dans les poches du pantalon, il tient dans les poches de veste, il tient dans une pochette de sac. Enfin voilà, il est vraiment tout petit et c'est ce que j'apprécie pour les voyages et les journées de tournage chargées. Donc en deuxième caméra, ce sera le Sony A7 IV qui est en train de me filmer sur le stabilisateur avec 3 objectifs qu'on va interchanger de la caméra principale à cette seconde caméra. Comme vous pouvez le voir sur les objectifs, il y a celui-ci qu'on ne peut pas passer à côté, franchement. Ça c'est le 70-200. 70-200 ça veut dire qu'à 70 on est un peu zoomé, à 200 on est très zoomé. Donc ça permet de se poster plus loin, d'avoir des plus gros plans, de pouvoir vraiment zoomer. Cet objectif est fantastique, il a une ouverture à 2.8, ce qui veut dire que le diaphragme s'ouvre assez grand, ce qui permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan, des belles images, mais c'est pas souvent à 2.8 qu'on va utiliser
l'utiliser, c'est plus à 4 qu'on va l'utiliser en réalité. Ça pareil, c'est des détails techniques et on fera des vidéos spéciales sur la technique, c'est pas l'objet de cette vidéo là, mais bref on y reviendra, mais c'est un super objectif. Il est un peu lourd donc il alourdit la caméra surtout vers l'avant, mais c'est pas celui que j'utilise principalement. Celui que j'utilise le plus c'est celui qui est encore une fois sur la caméra qui est en train de me filmer, la preuve, c'est un 24-70. Pourquoi? Parce que 24 ça permet d'avoir un peu de grand angle, 70 un peu de zoom, et entre les deux il y a le 50 qui est mon chouchou, mon préféré pour le portrait notamment, l'interview et pour plein d'autres choses. J'utilise énormément le 50. Je pense que c'est une déformation personnelle parce que j'ai appris la photo, la vidéo, notamment via la photo argentique avec un objectif fixe à 50 mm. Donc j'adore le 50 mm, je le trouve vraiment chouette. Et en fait, bon, c'est bien d'avoir des plages de zoom importantes, mais en fait d'avoir des objectifs fixes et de se forcer à utiliser seulement ce qu'on a, ça permet aussi d'avoir un œil meilleur et de savoir non pas « ah tiens je vais filmer ça comme ça et tout », mais où est-ce qui est le meilleur endroit pour mettre la caméra, comment optimiser ce que j'ai pour avoir l'image idéale. Donc le 24-70 il est versatile, il permet de faire un petit peu de tout, et au milieu il y a le 50 que j'adore, le 35 que j'utilise aussi pas mal, parce qu'il permet d'être un petit peu plus large mais il est aussi bon pour du portrait. Et ensuite pour avoir du grand angle, il y a le Sigma 16-28. Le Sigma parce qu'il a une très bonne qualité et il est compatible avec les appareils Sony que j'utilise. Pourquoi le grand angle? Parce qu'en fait ça va permettre d'être parfois de positionner la caméra plus proche du sujet, mais d'avoir un peu plus le décor autour et de voir ce qui se passe autour et non pas juste être gros plan sur la personne. Ça peut servir aussi pour les shots qu'on appelle POV, Point of View, où la caméra se met à la place de la personne. Ça offre un champ plus grand, plus proche aussi de notre champ visuel. Vous savez qu'on voit devant nous mais on a une vue à 120-140 degrés je crois, donc ça permet justement d'imiter un peu ça. Donc le grand angle fera partie des sélectionnés pour ce documentaire aussi. Chaque objectif correspond vraiment à une façon d'être proche du sujet, donc on va changer les objectifs selon le message qu'on veut faire passer et selon ce qu'on veut mettre en valeur à chaque moment en fait. Il y a des séquences où on va filmer énormément avec le zoom, notamment du bord de plage pour filmer Lou en train de surfer, mais on va aussi utiliser du grand angle sur d'autres séquences. Alors évidemment vu que c'est du documentaire, il y aura énormément de passages en caméra épaule ou caméra ce qu'on appelle à main levée, mais on va aussi utiliser des moments d'interview, des moments plus posés où on va utiliser le trépied. Je suis un grand fan du trépied. Pourquoi? Parce que la stabilisation, le cadre, c'est la chose la plus rudimentaire à faire sur n'importe quelle vidéo, et le trépied c'est fantastique pour gérer son cadre de manière idéale. Ce qu'il y a c'est que quand on a des appareils qui sont quand même assez coûteux et qui sont assez lourds, on veut pas les mettre sur n'importe quel trépied. Le trépied je peux pas vous le montrer parce qu'il est sous la caméra, qui est sous la 7.4 qui est en train de me filmer, mais c'est super important d'avoir un bon trépied. Et quand on n'est pas au trépied, il y a des moments où on va avoir besoin de stabilisation mais d'être plus près au mouvement, et pour ça il y a l'outil fantastique qui est le monopode. Le monopode c'est ça. En fait le monopode c'est comme un trépied mais avec un seul pied. Donc c'est pas un trépied, c'est un monopode, logique. Il peut monter jusqu'à celui-là. Alors celui-là c'est un Manfrotto, c'est le monopode qui permet de monter jusqu'à 1m90 ou 2 mètres. Ça permet voilà, en situation de tournage d'être comme ça avec le monopode, et puis tout de suite, clac, on retire la caméra, on l'utilise, ou alors on la laisse sur le monopode et on bouge très facilement. Donc le monopode vraiment fantastique pour le documentaire, je recommande. Sinon il y a un autre truc qui est pas mal utilisé dans les documentaires, c'est un sandbag. Alors j'en ai pas et je ne vais pas en acheter. Par contre on peut s'en faire un fait maison. En fait il suffit de prendre un sac, de le mettre en bandoulière, de le remplir de t-shirts, voire d'un oreiller. Et ça, en fait le sandbag il va permettre d'être porté comme une banane et de venir y reposer la caméra. Donc comme ça on a un peu plus de stabilité qu'à main levée, mais ça permet de soulager, de reposer un peu la caméra sur le sandbag qui est fait avec des petites billes de polystyrène dedans. Il y a des marques australiennes, il y a Cinesaddle qui en fait, mais en fait ça permet d'avoir plus de stabilité, moins d'effort aussi quand on fait une journée de tournage, on est content de reposer un peu la caméra. Et là on arrive à la partie que beaucoup de gens bâclent et c'est fort dommage, c'est le son. En fait j'ai un copain ingénieur du son en Irlande qui m'a appris une chose très importante, c'est qu'on ne dit pas visuel audio, on dit audiovisuel. Et ouais, l'audio c'est 60 à 70% de la réussite d'une vidéo. Si une vidéo est terriblement mauvaise au niveau du son, on va pas rester, on va pas aimer,
et on va vraiment décrocher. Alors que si le son est bon, il ne reste plus qu'à faire de la bonne image, voire juste de l'image correcte pour faire un bon film déjà. Pour ça, j'utilise un micro Sennheiser, le MKE600. Je regarde en l'air parce que c'est le micro qui est en train de m'enregistrer là juste au-dessus de moi. Ce micro là, en fait, on va venir le mettre ce qu'on appelle en top caméra. Le top caméra, donc il y a un petit trou ici qui est fait exprès pour y passer le micro sera donc ici, branché à la caméra, ce qui va permettre d'avoir une prise de son depuis la caméra. C'est souvent un son qu'on utilise backup ou pour le son ambiant, parce que pour la partie du son, le documentaire étant sur une surfeuse malvoyante, j'ai vraiment envie que le son soit absolument réussi. Le son, ça va même être un effet artistique dans le film, parce que Lou, ne voyant pas ou très peu, elle utilise beaucoup plus le son, et donc il va falloir faire ressentir ça à certains moments très précis. Je veux pas divulgacher le film, mais il va falloir le faire ressentir, et donc le travail du son va être super important. Pour avoir un travail du son idéal, je vais faire appel à un preneur de son, à un ingénieur son. Un ingénieur du son, il va arriver avec sa perche et son micro, des micro-cravates qu'il va savoir cacher et utiliser avec sa mixette pour avoir le son le plus parfait à chaque moment. Il va savoir aussi prendre les sons ambiants, je sais pas, le bruit du sable, le bruit du vent, le bruit de la mer. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas lésigner, le son en fait partie. D'ailleurs, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, s'il vous plaît, le son, le son, le son. Pour de vrai, le son c'est super important. Je vous le dis, vraiment, une image floue, une image un peu surexposée ou sous-exposée, bon, le cerveau il s'en remettra, et au pire de ça, on trouve toujours des images dilues où on peut retourner des images d'illustration pour couvrir ça. En revanche, le son, si le son est mauvais, le cerveau il peut pas rester, il s'en va tout de suite. C'est trop désagréable d'avoir un mauvais son, que ce soit un son strident, quand on n'entend rien, quand le son il est saturé, quand les fréquences sont pas équilibrées. Toutes ces choses là, c'est vraiment super important à prendre en compte. Ensuite, il y a tous les petits extras autour de la vidéo. Je vous ai montré un peu la batterie que j'utilisais. Là, j'ai montré la caméra avec une batterie qui est déjà dedans, sur laquelle c'est vraiment top. On peut cliquer pour voir les lumières et le niveau de batterie, s'il en reste ou pas. Ces batteries là, j'en ai 4. Ce qui permet de tenir franchement largement une journée de tournage. Mais il y a un autre outil qui peut aussi permettre de vous sauver la vie lors d'un tournage. C'est ce qu'on appelle les V-Lock batteries. V-Lock en anglais parce que c'est une forme de V qu'on va venir locker, fermer. C'est des batteries qu'on va associer à un rig. Alors un rig en fait c'est quand on met une plateforme sous la caméra avec deux barres, des tiges sur lesquelles on va placer une plaque, et c'est sur cette plaque qu'on va venir mettre la V-Lock. Donc ça fera un rig à peu près comme ça, donc la batterie sera ici juste derrière la caméra, et ça va permettre d'alourdir un peu la caméra vers l'arrière pour l'équilibrer, mais aussi d'en faire un rig complet sur laquelle on va donc pouvoir venir poser le bout du rig sur l'épaule pour avoir une caméra épaule comme ça. Et grâce à des câbles, ce qu'on appelle des D-tap cables, ou même des câbles USB, il y a plusieurs prises, on va pouvoir brancher à la caméra et même au moniteur, et donc c'est cette batterie qui va alimenter caméra et moniteur. Elle peut même alimenter des lumières, donc ça c'est vraiment un outil incontournable pour les productions, parce que simplement ça vous sauve la vie d'avoir ces batteries là avec vous pendant un tournage. Il y a un outil ensuite dont on n'a pas encore parlé mais qu'on est obligé d'utiliser en vidéo pour des critères techniques, encore une fois on en parlera dans d'autres vidéos, c'est les filtres ND. Ce sont en fait des lunettes de soleil pour les caméras. J'ai aussi un filtre polarisant, ce qui va permettre d'éviter les reflets quand on filme à travers une fenêtre, un pare-brise, quand on filme l'océan, comme ça va être le cas pour le surf. Le filtre polarisant, il va permettre d'éviter les reflets, et il a un côté très esthétique aussi que j'aime beaucoup. On va s'en servir seulement avec le Sony A7 IV qui est en train de me filmer là, parce que sinon cette caméra, formidable caméra, comme je vous l'ai dit, elle a déjà ses filtres ND dedans. Il suffit juste de tourner ici pour que les filtres s'appliquent automatiquement dans la caméra. Donc c'est pour ça que cette caméra est vraiment un outil fantastique. Elle permet de gagner un temps fou, et elle a tout en un, elle est tout le temps prête à tourner en fait. Il y a un petit outil dont je vous ai pas parlé qui s'appelle la Matbox. C'est ce qu'on met au bout des objectifs et qui va venir régler la lumière qu'on obtient dedans en fait. C'est une casquette. Voilà, on a vu les lunettes de soleil, ça c'est clairement une casquette. Ensuite je fais un peu de place pour pas faire de dégâts. Je vais vous montrer un objet qui s'appelle le réflecteur. Le réflecteur blanc va permettre de venir éclairer le visage en blanc. Le réflecteur doré va permettre d'apporter un petit peu de chaleur sur le visage. Enfin sur le sujet, puisque je parle de visage, mais on peut filmer autre chose que des visages, donc ça va permettre d'apporter un peu de chaleur. C'est beaucoup utilisé dans la mode notamment, les bijoux,
tout ce qui est mode et vêtements. Ensuite, quand on l'ouvre, vous voyez qu'il y a plusieurs faces. Il y a une face noire. La face noire, elle va permettre de venir bloquer la lumière justement. Et la face grise va permettre, elle, à l'opposé du doré, de venir éclairer le visage d'une autre manière. Quand on enlève donc ces 4 voiles de couleur, blanc, noir, doré ou argenté, on a ce qu'on appelle un diffuseur. Le diffuseur, vous voyez, on voit à travers, il va permettre de venir diffuser une lumière forte. Par exemple, si on filme sur la plage à 14h en plein soleil, le soleil va être beaucoup trop fort et ça va créer des ombres, par exemple l'ombre du nez sur la joue, toutes ces choses qui sont pas très esthétiques et qu'on cherche à ne pas avoir au cinéma. On va venir donc poser ça devant l'arrivée de lumière, donc que ce soit le soleil en extérieur ou des lumières qui seraient trop puissantes à l'intérieur. Ça va permettre de venir équilibrer, adoucir la lumière qui vient sur le visage pour avoir une harmonie, un joli teint de peau et contrôler en fait la lumière qui vient frapper le sujet. Ça vous paraît peut-être être un gadget, mais pour le cinéma c'est super important de contrôler la lumière. Tout est lumière en vidéo, c'est l'impact de la lumière sur un capteur. Donc contrôler la lumière c'est super important et ça va être un job d'assistant de porter le fameux réflecteur. On en a aussi des plus gros qui vont permettre de couvrir des plus grandes surfaces selon le sujet qu'on filme et selon la lumière qu'on a à gérer. Et peut-être qu'on utilisera aussi la GoPro pour certains plans dans l'eau, ça c'est pas encore sûr, mais voilà, le drone et la GoPro viendront compléter un peu l'arsenal de prise de vue. Je vous ai montré tout ce que je vais utiliser pour filmer ce documentaire. Mais il n'y a pas besoin de tout ça, c'est ce que moi j'utilise, c'est parce que je l'ai avec ma société de production, mais si on l'a pas, on n'a pas besoin de tout ça pour faire un bon film. Ce film, je pourrais très bien le tourner avec une caméra ZV-E10 à 600 €, des objectifs moins coûteux, moins d'objectifs aussi, et puis des micros simples comme un micro Rode à 80 €. Le résultat il serait différent, pas forcément moins beau, mais différent. Parce qu'en fait le matériel c'est pas ce qui fait le film, ce qui fait le film c'est votre histoire, c'est l'écriture, la préparation, ce que vous mettez en valeur et comment, mais le matériel c'est simplement l'outil. Ce qui fait qu'un documentaire touche les gens, c'est pas la caméra qui a été utilisée ni la résolution. C'est le climat qu'il y a dans le film, c'est la relation de confiance qui s'installe entre les sujets, la personne qu'on suit, le réalisateur et l'équipe. C'est le moment qui est volé au bon moment, qui n'était pas écrit mais qu'on vient capter à l'instant présent. Aucun budget ni aucun arsenal de matériel ne viendra remplacer tout ça. Tournez, commencez avec ce que vous avez et faites de votre mieux. Formez-vous surtout au cadrage, la prise de son, l'exposition, voilà, les règles de base pour bien filmer. Mais après, peu importe ce que vous avez, utilisez ce que vous avez déjà pour commencer à filmer. N'allez pas dans des budgets exorbitants, utilisez des choses qui sont très complexes à utiliser. Il vaut mieux conduire correctement une voiture normale que se planter au premier virage avec une Ferrari. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite avec des épisodes plus techniques et d'autres épisodes sur cette construction de film. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter, à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis d'ailleurs, il reste encore une petite journée pour la campagne Ulule. Je vous mets le lien en dessous pour soutenir le projet. À bientôt, merci pour votre soutien.